Bonjour à tous, ravi de vous voir aussi nombreux. J'ai compté à l'entrée, vous êtes exactement 567 à assister à cette conférence. Du coup, sur un sujet bouillant, le Shadow AI, la confiance, la souveraineté. On va chercher à maîtriser ici les vrais enjeux de l'IA. On fait partie d'Orange Business. Alors, on travaille en très proche collaboration avec nos collègues d'Orange Cyberdéfense, que vous avez pu apprécier sur plusieurs conférences, dont vous avez vu aussi le stand sur lequel on pourra se retrouver sur la suite de l'après-midi. Et nous, on est spécialisés, plutôt que sur la cyber, sur l'IA. Et le point clé qu'on va vous montrer avec Marine, qui va me rejoindre juste après, est que l'IA est peu à peu en train d'étendre le champ de la cyber, et au-delà de la cyber, étant le champ de la grande question de la confiance. Et c'est tout ce qu'on va voir dans les 3 quarts d'heure qui vont suivre. D'ailleurs, en intro, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à poser des questions, à rester le plus actif possible, à faire part de vos remarques, de vos réprobations éventuellement, puisqu'il peut y avoir un certain nombre de sujets sur lesquels on se cherche encore. C'est des sujets d'innovation. Donc restons les plus actifs possibles sur cette petite heure. Je sais en plus que les sièges sont très confortables pour les avoir pratiqués ce matin et qu'on est juste sur l'heure de la digestion. Donc pour toutes ces raisons, restons effectivement tous actifs, et donc n'hésitez vraiment pas à intervenir et à poser des questions tout au long de cet échange. Alors sur cette conférence, on va donc faire le point sur comment l'IA ouvre, étend le concept même, non seulement de la cyber, mais aussi de la confiance, de manière plus générale. Et puis Marine me rejoindra pour vous montrer très concrètement les solutions qu'on vous propose et même faire une démonstration live, si le réseau veut bien, c'est toujours les petits moments de frisson avant les démonstrations, de nos solutions d'IA générative de confiance qui s'appelle Live Intelligence. Alors je vous ai dit que vous allez être actifs, et j'ai donc une petite question pour vous. La zapette est capricieuse elle aussi. Et j'ai donc une petite question pour vous, ou plutôt une mamie a une petite question pour vous. Est-ce que vous pratiquez le Shadow AI? Parmi vous dans l'entreprise, levez la main si vous utilisez ChatGPT, Midjourney, Claude, Gemini ou n'importe quelle autre solution dans un cadre professionnel en utilisant les données éventuellement de l'entreprise. Ceux qui ne lèvent pas la main sont des menteurs. Je vous le dis officiellement. Alors j'ai compté, donc parmi les 564 personnes que vous êtes exactement 432 à avoir levé la main, je vous félicite. Vous pouvez vous applaudir pour rester actif, encore une fois d'ailleurs. Mais en vrai, il ne faut absolument pas s'en réjouir. Le Shadow AI est un véritable fléau, nouveau fléau pour l'entreprise. On parle bien sûr depuis des années du Shadow IT, mais là avec le Shadow AI, c'est en train de prendre une toute autre proportion. Selon les sondages, entre 18 et 50%, je disais encore même un sondage semaine dernière qui disait 60% de collaborateurs, en tout cas dans les travailleurs du savoir, ceux qui manipulent beaucoup de tableaux Excel, de documents Word, PowerPoint et autres dans les bureaux, font du Shadow AI. Et à chaque fois qu'on fait du Shadow AI, on fait courir un risque clé à l'entreprise en termes de perte de données, puisque quand on va sur ces solutions grand public, elles ne vous garantissent absolument pas ni la confidentialité, ni la stricte sécurité de vos données. Et même, elles vous disent que l'ensemble des échanges, l'ensemble des prompts, l'ensemble du dialogue que vous allez avoir avec ces solutions, l'ensemble des documents que vous allez envoyer à ces solutions vont être réutilisés pour poursuivre l'entraînement de ces grands modèles d'IA qui sont portés à l'échelle mondiale. Et là, vous avez donc un nouveau risque, c'est que ces données pourraient être ensuite exposées sur les personnes qui vont prompter les modèles qui auront été entraînés avec vos propres données finalement. Et puis aussi, vous faites simplement bénéficier à vos concurrents de vos propres expériences, puisque vos concurrents vont ensuite utiliser ces modèles qui auront, eux, été entraînés avec une partie de vos données. Donc le Shadow AI représente à lui seul, je pense, aujourd'hui la plus grande menace en termes cyber pour l'utilisation de l'IA. Et on va voir des solutions concrètes pour lutter contre ce fléau du Shadow AI, mais aussi sur la suite des événements. La zapette ne veut définitivement pas, c'est bien, ça va me faire marcher jusqu'au PC. Alors, si, mais avec beaucoup de retard, ou alors peut-être, elle fait des trucs bizarres. Bref, maintenant que je vous ai présenté une grand-mère, je vais pouvoir me présenter. Je suis donc Mick Lévy, je suis directeur de la stratégie et de l'innovation chez Orange Business.
Ça fait bientôt 25 ans que j'accompagne les entreprises dans leur transformation data, IA. J'ai certainement le meilleur job de la boîte, n'en déplaise à mes collègues, puisque mon job m'amène à rencontrer une centaine d'entreprises chaque année sur leurs problématiques, stratégies de projets en data, en IA. Et j'anime ensuite environ 70 conférences par an dans les entreprises sur ces grandes problématiques. Alors je suis ravi de vous faire partager cette expérience aujourd'hui et sur les minutes qui vont suivre. La zapette, qu'est-ce qui se passe? La zapette ne veut définitivement pas. Bref, un tout petit peu de présentation. Avec Marine, on fait partie d'une entité au sein d'Orange Business qui s'appelle Digital Services. Vous connaissez bien Orange Business certainement sur le volet télécom. Ça, c'est une autre branche d'Orange qui s'occupe de toute la partie télécom. Vous connaissez Orange sur la partie cyber, bien évidemment incontournable au FIC. Et nous, on est encore dans une autre branche qui accompagne les entreprises sur leur transformation digitale, sur leurs projets en data, en IA, sur leurs projets cloud et plus globalement sur tous leurs projets digitaux. On est 7000 collaborateurs en Europe, 4000 en France. Ça fait de nous la 4e ESN française. Et on vous accompagne sur tous vos enjeux digitaux, que ce soit pour construire vos infrastructures digitales, notamment en data, en IA, dans le cloud, sur des clouds de confiance en particulier, on y reviendra. Mais aussi, on place la data et l'IA au centre de nos actions, et pour ensuite délivrer de la valeur et de la transformation digitale auprès de l'expérience client, pour l'expérience employée et pour tout ce qui concerne l'expérience opérationnelle. Tous ces projets-là, on les déroule de bout en bout, depuis la stratégie jusqu'à la maintenance, le maintien en condition opérationnelle, la TMA, en passant par la définition de l'architecture, le développement, la recette, j'en passe et des meilleurs. Et avec deux essentiels chez nous, une attention très forte à la durabilité et une attention extrêmement forte à toute la thématique de la confiance, qui est le cœur du sujet dont on va vous parler maintenant. T'as envie de jouer avec la zapette, toi aussi. Tu vas m'aider, je sens. Alors, comment tu t'appelles? Alex. Ah, c'est Alex. Alex va peut-être me sauver ma zapette, mais c'est pas sûr. Je me demande si ça vient pas du PC par ailleurs, Alex. Mais bon, on verra. Alors, je vous le disais en intro, l'IA vient amplifier et étendre, finalement, le champ de la confiance. Si on prend le simple sujet de la cyber, pour démarrer, il faut bien commencer par là. L'IA, quand on va créer des solutions d'IA dans l'entreprise, quand on va mettre en place des projets, quand on va ouvrir des accès pour aller consulter les grands LLM du marché, par exemple, va offrir finalement une nouvelle surface d'attaque potentielle. Sans compter que l'IA est de plus en plus utilisée par les attaquants finalement pour amener des stratégies d'attaque qui sont de plus en plus fines, de plus en plus massives, de plus en plus complexes à détecter. Donc première chose, l'IA amène cette nouvelle surface d'attaque. Second sujet, l'IA nous met face à toutes les questions de souveraineté, de résilience. On en parle énormément depuis 2 jours sur le FIC, je pense que ça n'aura échappé à personne. Mais le problème est que les grands LLM, notamment, mais aussi les modèles d'images, de vidéos et autres qui sont utilisés sur le marché, sont très majoritairement américains. Et il y a aussi des modèles chinois qui sont en train d'émerger. Et au-delà de la question de la souveraineté ou de la résilience technologique qu'on adresse beaucoup ici, il y a une question de culture qui est aussi à prendre en ligne de compte. Toutes ces IA ont été entraînées majoritairement sur des données anglophones, en tout cas pour les IA américaines, et elles véhiculent du coup une culture anglophone et une culture américaine qui va avec. Ça se retrouve même très clairement sur certaines questions qui peuvent être posées dans ces IA. Au-delà de la souveraineté, c'est là que je vous dis ça ouvre le champ de la confiance, il y a aussi la question de la sauvegarde de cette culture et finalement des idées qui sont transmises via ces IA à un moment où on est en train de plus en plus les utiliser pour nous aider à penser parfois avec elles. Quelques autres, les animations, c'est du n'importe quoi sur cette presse. Quelques autres éléments qui étendent le champ de la transparence et de l'explicabilité. Là, on est en plein dans la question clé de la confiance en IA. Quelle confiance on va donner si on va se reposer sur des décisions automatisées par IA qui ne sont pas explicables, dont on ne sait pas expliquer pourquoi l'IA nous a donné cette réponse-là.
sur laquelle on n'a aucune transparence sur les données qui ont été utilisées pour entraîner cette IA, par exemple. On a une autre question qui est celle des hallucinations. Les hallucinations, vous savez, c'est toutes ces petites ou grosses erreurs que font les IA. Mais celles-là, qu'est-ce que ça va entraîner en termes de confiance si peu à peu on déploie des bots, si peu à peu on déploie des agents dans l'entreprise qui, eux, vont finalement mal orienter une décision, pas correctement répondre, pas répondre avec les véritables données ou les véritables informations de l'entreprise. Ça pourrait totalement casser de la confiance envers l'entreprise. Il y a la question des biais quand on aborde celle de la confiance. Ces IA sont extrêmement biaisées, peuvent amener finalement à reproduire des inégalités, mais au passage à les amplifier, ces inégalités de la société. Si vous déployez une IA dans la banque pour accorder un crédit, et que l'adresse fait partie directement des différents critères qui sont pris en compte, ça peut amplifier les inégalités liées à des inégalités qui sont déjà dans les zones en fait, sur lesquelles sont situées les personnes, par exemple. Donc vous voyez, on est en train d'étendre le champ de la cyber, il y a tout un champ de la confiance qui est en train d'arriver avec. Cette confiance, on peut encore l'étendre au domaine environnemental. Vous le savez, le numérique est un poids déjà important en fait dans l'empreinte carbone générale, dans tous les déchets et l'appauvrissement de la biodiversité aussi. Le numérique en France représente environ 4 à 4,5% des émissions CO2 globales du pays. Mais on sait aussi qu'aujourd'hui, c'est l'IA qui pousse le plus la croissance des émissions carbone partout à travers le monde. Vous avez certainement entendu les stats, comme quoi et Google et Microsoft, mais c'est aussi le cas chez Meta, ont augmenté de l'ordre de 40 à 50% leurs émissions de gaz à effet de serre, globalement entre 2019 et 2023, période dans laquelle il y a une forte accélération de l'IA. Donc quand on s'intéresse à la confiance de façon générale autour de l'IA, c'est aussi un sujet à aborder, comment créer des IA qui soient un peu plus frugales et qui ont un impact environnemental un peu moins fort. Et avec tout ça, ça étend aussi le champ de la confiance d'un point de vue réglementaire, avec déjà tout un tas de règlements dont vous avez énormément parlé depuis 2 jours autour de la cyber en particulier. Mais il y a l'AI Act, le règlement sur l'IA, qui est le premier règlement mondial porté en Europe, qui est entré en vigueur en août dernier et qui entre maintenant peu à peu en application par grandes vagues et qui va amener de nombreuses contraintes pour restaurer en quelque sorte la confiance sur les différents champs que je vous ai indiqués avant, mais qui va amener des contraintes nouvelles sur la façon de faire de l'IA et de déployer des IA pour les entreprises, même avec certains usages qui vont être totalement interdits, tels que le crédit social, qu'on peut voir en Chine, qui va être interdit en Europe. Donc vous voyez, le point clé, c'est celui-là. L'IA, c'est de l'informatique comme tout le reste, mais avec des spécificités de par son mode notamment non déterministe, de par son mode qui va permettre des attaques qui sont encore différentes, du fait des prompts en particulier, qui fait que ça va complètement bouleverser la façon dont on doit aborder non seulement la question cyber, mais aussi la question plus générale de la confiance dans l'entreprise. Et ça, forcément, ça va s'accroître au fur et à mesure que les solutions d'IA se déploient partout. Vous avez vu, il n'y a pas un seul éditeur, si vous faites le tour là, de tous les kiosques, kiosque, ça fait vraiment le school, de tous les stands, qui ne dit pas qu'il a intégré de l'IA dans ses solutions. Donc c'est bien, parce que c'est autant de manières de défendre, mais c'est aussi des manières d'attaquer. Et à chaque fois, ça doit nous poser des questions. Là, sur cette liste-là, j'en ai mis combien ? 6 critères. Il y en a peut-être même quelques autres. Mais en tout cas, sur ces 6 critères, ça va être vraiment important de les prendre en compte. Alors maintenant, l'IA dans les entreprises, ça se déploie finalement de manière assez différente. Et on peut dire qu'il y a 2 grands streams dans l'entreprise pour déployer de l'IA. Et il va falloir porter attention sur ce sujet de la confiance, sur ces 2 streams de façon différenciée. Premier stream, c'est celui qu'on voit en premier. C'est le stream dans lequel tous ceux qui ont levé les mains tout à l'heure, et quelques autres, se disent « Ok, moi je veux avoir de l'empowerment avec l'IA. Je veux une encapacitation par l'IA. Je veux gagner ces nouveaux super pouvoirs
personne par personne, parce que si chaque personne, on lui donne le super pouvoir de rédiger plus vite, de digérer des très très grands documents plus rapidement, d'accéder beaucoup plus facilement à l'information sans aucune rupture dans la chaîne du savoir, alors on va gagner en productivité. Et aujourd'hui, dans trop d'entreprises d'ailleurs, le sujet de l'IA est en train de se réduire à cette question de la performance individuelle. On va voir qu'il faut commencer par là, mais que ça ne va pas être suffisant. Sur ce sujet de la performance individuelle, ce qui doit vous occuper, d'un point de vue de la sécurité, c'est le Shadow AI. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Je réinsiste, ça doit être la priorité numéro 1 des entreprises que de lutter contre le Shadow AI. Comment on va s'y prendre? Si on le fait dans l'ordre, première chose, encadrer. Vous pouvez encadrer de façon light avec des chartes, éventuellement les faire signer à tous les collaborateurs, un peu moins light en inscrivant des clauses dans vos contrats ou dans les avenants de vos collaborateurs, voire beaucoup moins light en coupant tout accès à des solutions d'IA externes. Ça pourrait être contre-productif, méfiance. Deuxième chose, il va falloir sensibiliser, essentiel. Expliquer pourquoi il y a des risques sur le Shadow AI, expliquer quels sont les risques qui y sont associés, montrer en quoi il faut être très attentif à protéger tous ensemble les données de l'entreprise. Quand elles sont exposées au RGPD, que c'est des données personnelles, c'est d'autant plus important, mais quand c'est des données qui vont avoir une importance vis-à-vis de vos concurrents ou du secret industriel, on pourrait dire, ça va être essentiel aussi. Troisième chose, il va falloir déployer des solutions. Si vous interdisez ou réglementez ou limitez le Shadow AI sans donner de solution d'encapacitation aux personnes, vous perdez 2 fois. Parce que les collaborateurs ne vont pas apprécier de ne pas utiliser d'IA. Et puis une deuxième fois, parce que vous n'aurez pas saisi les opportunités de l'IA pour améliorer la productivité de vos collaborateurs. Une stat, 92% des étudiants utilisent l'IA pour leurs études au moins une fois par semaine. Lorsque ces personnes vont arriver dans l'entreprise, c'est un peu comme si moi, avec mon âge avancé, on m'avait dit « Mick, chez nous, désolé, il n'y a pas Excel. On ne le sent pas Excel, je ne sais pas, c'est pas cool. Non, on ne fait pas Excel, nous. » C'est inenvisageable. Comprenez bien que pour les personnes qui vont arriver dans l'entreprise, on va parler de la génération IA maintenant d'ailleurs, cette génération-là, c'est un outil comme un autre. C'est le même réflexe que pour nous d'utiliser Excel, notre téléphone portable ou d'envoyer un mail. Il va être inenvisageable qu'il n'y ait pas de solution qui soit déployée dans l'entreprise pour faire de l'IA. Et puis, dernier point, il va falloir former et énormément former pour expliquer les risques, les limites aussi liées aux IA. On a évoqué rapidement les hallucinations, on a évoqué les biais. Il va falloir expliquer toutes ces limites-là. Deuxième stream, et je vais accélérer, n'est-ce pas, Marine? Deuxième stream, c'est de faire... Alors, je ne sais pas si c'est la chute de ton PC qui lui a porté préjudice ou quoi, mais il faut appuyer fort. Deuxième stream, ça va être cette fois de déployer de l'IA à l'échelle. Et là, on est dans un truc tout à fait différent. Mon premier stream, on a déployé de l'IA pour encapaciter chaque collaborateur. Là, on va chercher à déployer de l'IA pour revisiter un processus, rendre plus efficace ou disrupter même parfois tout un processus. Éventuellement créer un produit, créer un service qui va être peut-être encapsulé dans un autre produit, peut-être encapsulé sur un objet, peut-être encapsulé dans une application web ou une application mobile, mais on va véritablement créer quelque chose avec l'IA et pas juste en donner le pouvoir à chaque collaborateur. Et là, on va avoir des sujets clés qui vont être de correctement choisir et qualifier les usages, les projets qu'on va réaliser en tenant compte dès le démarrage du niveau de risque. Reprenez ma matrice là, avec les 6 niveaux de risque que je vous ai indiqués au début. Quels sont les risques d'hallucination? Quels sont les risques de biais? Quels sont les risques en termes d'exposition cyber? Toutes ces questions-là vont être à placer au cœur du choix des cas d'usage, en plus évidemment de la valeur que va amener ce cas d'usage-là. Et puis par ailleurs, c'est qu'il y a une stat insistante qu'on entend depuis des années, 80% des projets d'IA de ce type ne passeraient pas à l'échelle. Une des grandes réponses pour lesquelles ça ne passe pas à l'échelle, c'est que l'entreprise n'accepte jamais de transformer ses processus. On pense toujours qu'on fait un POC, et puis que le POC, on va appuyer sur un bouton pour qu'il soit plus grand. En fait, non, au moment où on appuie sur un bouton, il faut accepter de transformer l'entreprise. Il faut accepter de revoir les processus. Il faut accepter de revoir la manière dont on travaille dans toute la direction qui est impactée pour tout le processus ou tout le département impacté. Il faut accepter que quand on ajoute une fonctionnalité à base d'IA sur l'application mobile,
les gens qui sont en charge du produit acceptent bien cette fonctionnalité, la comprennent et l'intègrent correctement au même titre que toute autre fonctionnalité du produit. Et c'est ça qui fera que on va sortir de cette boucle des 80% de projets d'IA qui ne passeraient pas à l'échelle. Alors du coup, pour faire le... Je vais y arriver avec le PC. Donc du coup, c'est ça le double défi qu'on va avoir pour déployer l'IA dans l'entreprise. D'un côté, travailler ces solutions d'encapacitation des collaborateurs et lutter au passage contre le shadow AI et sensibiliser contre tous les risques. Et de l'autre côté, trouver des cas d'usage qui vont amener une valeur à l'échelle tout en tenant compte en détail du niveau de risque qui va être amené pour chacun de ces cas d'usage. Avez-vous des questions sur tout ce que je viens de présenter avant qu'on passe à une partie démonstration? Oui. J'ai un micro. Je crois. Bonjour Mike, j'ai des baskets, alors je peux te tutoyer. Il n'y a pas qu'un problème de télécommande, il y a un problème d'éléphant dans la pièce. L'assertion qui dit que les données qui sont envoyées sur ChatGPT partent nulle part est réelle, sauf qu'on n'arrive pas à en distribuer la preuve. Dans mon entreprise, on a stupidement interdit l'usage de l'IA par voie de note de service, et je suis bien incapable, alors que j'envoie sur ChatGPT ce que le bureau des légendes m'a appris à être des bleus de méthylène, hein, c'est très marrant, hein. Ouais. J'en envoie des dizaines, je les retrouve jamais. Je n'arrive pas à distribuer la preuve que ces données parties dans le désert peuvent en revenir. Pire, plus j'essaye de les trouver, plus ce que je trouve est totalement indécent, voire ringard. Donc, moi je veux bien qu'on dise que c'est dangereux, mais si on ne donne pas la nature du danger, mettre les doigts dans la prise, ça pique. Conduire en état d'ébriété, ça brûle. Mais là, je suis désolé, mais on ne peut pas convaincre nos directions générales de dépasser l'interdiction qui est le réflexe habituel, par exemple à l'éducation nationale ou dans certaines écoles où on interdit l'usage, donc les gamins le font sur le smartphone des parents, on a le faire. Comment peut-on faire pour dire, regarde vraiment ce qui se passe? Parce que j'arrive pas à retrouver les données que j'ai envoyées. C'est pas facile. Parce par contre, je trouve ça de mes concurrents très facilement. Ah donc t'as une bonne piste alors, quand même. Alors c'est pas facile. Pourquoi? Parce que t'as pris la bonne image avec le bleu de méthylène, mais c'est un peu comme si tu mettais une goutte de bleu de méthylène dans un océan de données qui étaient récupérées. Néanmoins, il y a quelques exemples. Rappelez-vous l'exemple de Samsung, qui avait retrouvé une partie de son code dans ces idées-là. Je vous en donne un autre, un peu moins direct, mais là, ils ont mis un gros bleu de méthylène. Si vous interrogez les IA grand public, à commencer par ChatGPT, sur des questions liées à la Russie, un tiers des réponses sont impactées par la propagande d'un groupe pro-Kremlin, qui a organisé massivement le truc. Donc là, le bleu de méthylène, ils sont allés fort. Ils ont créé des millions de pages web grâce à de l'IA en 2024, qui ont elles-mêmes été redirigées par l'IA. Et ensuite, il y a un organisme qui s'appelle NewsGuard, qui surveille tous les éléments de désinformation et tous les éléments d'ingérence, en particulier de la Russie, mais pas que, et qui a pu mesurer qu'il y avait un tiers des réponses qui sont impactées par ce groupe qui s'appelle Pravda et leur page. Donc c'est un gros bleu de méthylène, tu vas y arriver à donner des exemples très concrets. Sinon, effectivement, il faut s'en tenir à ces exemples-là et simplement à du bon sens. Et moi, ça me rappelle les mêmes débats qu'aux grandes heures du RGPD. Oui, mais moi, je m'en fous, j'ai rien à cacher. C'est du même ordre. Et mes données, je vais pas les retrouver et on me verra pas, je ne sais pas quoi, avec quelle photo, par mes voisins. C'est pareil, il y a une prise de conscience complexe dans nos domaines du numérique et de la cyber, mais c'est exactement les mêmes niveaux de débat. Alors, pour poursuivre ce débat, je vous demande maintenant d'accueillir avec force applaudissements ma collègue Marine Mathias. Bonjour. Salut Marine. Alors avec toi Marine, on va passer à une partie beaucoup plus concrète. On veut vous montrer comment tous les éléments que je vous ai donnés là se sont traduits dans les démarches d'Orange, dans nos produits, et vous faire même une démonstration du produit qui s'appelle Live Intelligence. Marine, je te laisse d'abord te présenter. Bonjour à tous. Alors moi, donc on a appelé ça IA de confiance. Ça veut dire plein de choses et on va essayer de vous expliquer ce que ça veut dire pour nous. Mais voilà, moi j'ai en charge ce programme qu'on a lancé depuis quelques mois, un peu plus d'un an, chez Orange, de tout encadrer, tout ce qu'on fait sur l'IA dans un cadre de confiance. Et on va essayer de vous expliquer pourquoi. Et comprenez bien, pour nos clients, évidemment pour tout ce qu'on fait dans le groupe Orange, mais nous, on est là pour servir vos projets.
Alors Marine, si on traduit un peu tout ce que j'ai dit, on pourrait dire qu'il y a un peu 3 couches finalement pour l'IA de confiance. D'abord la couche d'infra, il faut absolument pas l'oublier, il y a quand même des choses qui se passent dans les data centers, sur le matériel aussi directement. Qu'est-ce qu'on fait chez Orange pour répondre à ces questions-là? Alors, l'infra, c'est un vaste sujet. En fait, pour nous, c'est un peu le point de départ de toute l'histoire de l'IA générative. Quand on parle d'IA générative, on a de plus en plus de cas d'usage qui nécessitent de discuter avec de la documentation d'entreprise. Ça pose évidemment la question de, OK, mais cette documentation, du coup, dès lors qu'on discute avec, où elle est hébergée, où elle est stockée, par qui elle est opérée, comment. Ces fameux modèles-là dont on parle, ChatGPT et autres, pour fonctionner, il faut bien une énorme puissance de calcul derrière pour les entraîner. Donc bref, finalement, l'infrastructure est au cœur de tous les sujets. Nous, on s'est dit, on a la chance en tant qu'opérateur telco d'avoir des gros data centers qui sont historiquement utilisés par Orange. Faisons-en profiter nos clients, capitalisons dessus. Et donc, on a acheté ces fameuses GPU, hein, si ça vous parle, qui sont commercialisées par NVIDIA. On a construit des serveurs, on a réfléchi à l'architecture, à ce qu'on pouvait faire au niveau des capacités réseau, etc. Bref, aujourd'hui, ça donne une offre qui s'appelle Cloud Avenue, sur laquelle on a de la puissance de calcul nécessaire pour tout projet d'IA générative, quel que soit ce qu'on veut faire derrière en IA générative, il y a une infra sous-jacente. Et le but, c'était bien sûr de pouvoir proposer des solutions alternatives aux solutions hyperscalers qu'on connaît tous. Ça veut dire que quand on fait de l'IA avec Orange Business, vous êtes hébergé sur des data centers qui sont en France, qui sont opérés de bout en bout par des collaborateurs français Orange Business, qui est en cours de certification Secnum Cloud par ailleurs. Mais tout ça, ça donne les meilleures garanties finalement en termes de confiance numérique sur la partie infra. C'est ça. Deuxième strate, quand on fait de l'IA, c'est d'utiliser des grands modèles, en tout cas sur de l'IA générative. Quels sont les choix qu'on a faits et comment on les a outillés? Alors, ça, c'est l'étape d'après, comme on dit. Une fois qu'on a l'infrastructure de confiance, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Nous, on a fait un choix. Alors, si on prend l'entonnoir de ce qui est faisable dans un cadre de confiance, on a évidemment fait des choix de start-up françaises. Donc, vous connaissez peut-être les noms de Lighton et Mistral, qui sont des startups françaises, toutes les deux, connues et reconnues. L'une est même entrée en bourse il y a peu de temps. C'était la première startup en IA à rentrer en bourse. C'est Lighton qui est entrée en bourse. Hein. Lighton. Et donc, ces deux startups, elles sont spécialisées en IA générative, elles sont françaises, elles font des LLM, elles les entraînent avec des données francophones. Donc, Mick a parlé tout à l'heure du sujet de l'entraînement avec des données américaines. Et voilà, donc on a aussi beaucoup de clients qui ont des sujets de pouvoir comprendre le langage français pour plein de bonnes raisons que vous imaginez très bien. Et ce qu'on s'est dit, au-delà de ces partenariats, de ces choix de solutions, c'était qu'on voulait en faire quelque chose de très simple. On est parti du constat que l'IA, c'était un peu nébuleux, c'était un peu compliqué, que les use cases n'étaient pas forcément tous très évidents. Et donc, on voulait avoir quelque chose d'extrêmement simple pour démarrer. Donc, des offres bout en bout, hein, voilà, où on a accès à tout, des modèles hébergés dans un cadre de confiance, avec une interface facile à utiliser. Moi, j'étais pas une experte technique de l'IA générative. On peut construire des use cases au bout de 1 ou 2 jours de manière très simple et on vous montrera tout ça. Voilà. On en fera la démonstration, effectivement. Et puis, dernier stack, c'est sur le volet projet, où là aussi, il y a beaucoup d'attention à avoir. Je vous parlais des hallucinations, je vous parlais des biais, je vous parlais des choix de cas d'usage aussi. Donc là, je peux vous en parler pour accompagner beaucoup de ces projets. Chez Orange Business, on a un accompagnement de bout en bout. On vous aide dans la définition de votre stratégie en data, en IA, dans tous les choix technologiques, dans tout le volet acculturation qui, on a vu, est important aussi, et puis dans tout le déroulement des projets en eux-mêmes, que ce soit sur l'intégration de grands modèles ou même sur le fait de faire des modèles sur mesure. On développe en ce moment notamment des SLM pour des Small Language Models, qui sont donc des modèles plus petits pour répondre à des besoins spécifiques, plus étroits et finalement mieux contrôlés dans l'entreprise. Et puis dernier point, tout ça on le fait avec un point clé en transverse qui est celui de la conformité à tout un ensemble de règlements. Alors évidemment, il y a le RGPD qui doit être pris en ligne de compte direct dès lors qu'on va travailler sur des données personnelles, qu'on met en place des chatbots sur les clients ou des choses comme ça. Et puis évidemment, le règlement sur l'IA qu'il faut anticiper de par sa mise en application que je vous ai évoquée. Alors tout cela, Marine, finalement, ça se traduit
Qu'est-ce qu'elle est grande cette scène. Je te vois de loin, Marine. Tout ça, ça se traduit finalement, Marine, sur 2 offres que je te laisse nous présenter. Donc la première, c'est autour de l'infra finalement. Ouais, on s'est dit, je l'ai dit, hein, on a considéré que c'était le point de départ, mais on a considéré aussi que c'était un enabler extrêmement important pour construire tout un tas de projets sur mesure. Et pour faire ce qu'on appelle de l'entraînement de modèles et mettre en inférence, c'est-à-dire mettre en production tout un tas de projets sur la base d'une infrastructure de confiance. Je m'arrête une seconde sur l'entraînement et je vous donne un exemple extrêmement concret qui pour moi illustre ce qu'on peut faire là-dessus. On a de plus en plus de clients qui soient dans le domaine de l'industrie, de la santé, de la banque, qui ont besoin d'avoir des solutions spécifiques à leur cas d'usage, à leur métier et à leurs données. En l'occurrence, on travaille avec des banques qui nous disent moi, j'ai des sujets de traduction de code, de COBOL vers Java. Pour ceux qui connaissent les langages COBOL, je vous laisse imaginer qu'il ne reste plus beaucoup de développeurs COBOL sur le marché. Il reste encore beaucoup de code, notamment dans les banques et assurances. Il y a un legacy de code extrêmement important. Donc, il y a ce sujet de comment je vais mettre en place une solution d'IA générative qui me permette d'aider mes développeurs. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai rien de très spécialisé sur le marché pour ça. Alors, il commence à y avoir des choses, mais ça va tellement vite qu'il y a encore quelques mois, il y avait pas grand-chose. Et donc, du coup, le constat a été de dire, prenons des modèles du marché, injectons-y vos données, vos lignes de code, et vous allez avoir un modèle qui est complètement spécialisé, spécifique par rapport à votre cas d'usage, avec évidemment un taux de performance et de pertinence dans les réponses pour les développeurs bien plus satisfaisant. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'entraînement de modèles. On prend des choses qui existent déjà, on y injecte des données et on le spécialise et on met ça entre les mains d'un client pour adresser un use case. On fait la même chose avec des clients dans la santé, dans l'industrie. Voilà, ça marche évidemment pour tout type de cas d'usage. Et ça, c'est des infrastructures de confiance qui permettent de faire ça. Donc, premier stack, finalement, c'est l'infra sur laquelle on a des GPU et on sait vous vendre, vous louez ces GPU as a service et éventuellement vous accompagner sur des projets finalement sur mesure pour construire vos propres projets d'IA, vos propres modèles aussi en se basant sur cette infra. Et puis, deuxième partie, c'est finalement un produit qui, lui, est tout prêt à être utilisé, dont tu vas nous faire la démonstration, qui s'appelle Live Intelligence. Oh yeah. Donc, non, on s'est dit qu'effectivement, on s'est dit qu'il y avait forcément, il y a les deux mondes, on ne peut pas exclure ni l'un ni l'autre. Il y a des projets qui sont spécifiques, qui nécessitent de l'expertise, qui nécessitent d'être travaillés, anticipés, fine-tunés, etc. C'est la partie de gauche. On s'est aussi dit, et je l'ai un peu dit tout à l'heure, on s'est aussi dit, il faut qu'on donne des solutions clés en main, faciles d'utilisation, faciles pour démarrer, pour se faire la main sur des cas d'usage, voire passer à l'échelle des cas d'usage, ça marche très bien aussi, hein, mais facilement démarrer un POC en 2 jours. Hein, je souscris le mardi, je l'ai à disposition le mercredi et je lance mon cas d'usage le jeudi. Et pour ça, le marché, nos clients et les organisations, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent l'IA, c'est nébuleux en termes de pricing. Je ne sais pas combien ça me coûtait à la fin du mois. Donc là, le gros travail a été de dire, réfléchissons à quelque chose de forfaitisé, avec un prix par utilisateur et par mois, pour permettre aux organisations de maîtriser le budget IA à la fin du mois. Et ça, c'est quelque chose d'absolument clé et capital pour l'ensemble des organisations, parce que l'IA, c'est nouveau. OK, on commence à avoir quelques budgets pour se lancer sur quelques cas d'usage. Néanmoins, il faut quand même y trouver un ROI, mais il faut le maîtriser, ce budget. Donc ça, c'est la première chose. On ne rogne pas sur la confiance, même si c'est simple d'utilisation. On l'héberge et on l'opère par les équipes Orange dans un environnement de confiance sécurisé, etc. Et on peut avoir accès à une interface qui permet de discuter avec la documentation d'entreprise. Ça s'appelle du RAG. Hein. On peut télécharger ces documents, on peut s'interfacer avec des SI, etc., etc. Et donc ça, c'est forfaitisé et c'est ce fameux Live Intelligence. Donc finalement, une offre pour faire de l'IA sur mesure sur un data center et sur une infrastructure de confiance sur laquelle on peut vous accompagner par ailleurs sur le volet service pour dérouler avec vous vos IA sur mesure. Et puis une offre du coup qu'on va qualifier de clé en main. Un ChatGPT privé, en quelque sorte, on va le voir tout de suite, qui va être aussi une arme de lutte massive contre le Shadow AI. Et c'est ça qu'on voulait pouvoir proposer sur une infra française et avec des LLM de confiance. On en fait la démo ? Ouais, alors c'est moi qui ai la lourde charge de faire une démo live. J'avoue que tu n'as pas le métier le plus facile. En plus, on va tester ça. Exploser le temps. En plus, je pense qu'à un moment donné, on va commencer à nous faire les gros yeux sur le timing. Normalement, tu dois pouvoir parler dans ces micros-là. Tu seras plus à l'aise qu'en tenant le micro en même temps, je pense. Ok. Alors, bon, du coup,
la connexion Internet ayant... voyez, voyez nos collègues, au moins, c'est bien, c'est interactif, on rencontre tout le monde. Donc, cette interface, je vais la montrer rapidement. Voilà. On s'est dit qu'on allait avoir une offre qui s'appelle Live Intelligence. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Je fais un peu juste l'histoire de cette solution, au-delà d'être quelque chose de commercial, c'est aussi quelque chose qui est le fruit d'une expérience interne. On a nos équipes internes qui se sont posé la question et qui se sont dit il va falloir qu'on trouve une solution pour justement maîtriser ce shadow IA en entreprise. Et donc, je vous donne quelques chiffres. Hein. Le but, c'était de mettre cette solution à disposition des 120 000 collaborateurs internes du groupe Orange. On a constaté que très vite, en quelques mois, on montait à une utilisation de plus de 60 000 utilisateurs et plus de 10 000 utilisateurs quotidiens. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la preuve par l'exemple de comment on maîtrise le shadow IA en entreprise. Ça, c'est un des gros points chez Orange, que de se dire, on a des infras, on a des besoins propres au sein du groupe, parce que Orange est un très grand groupe, vous le savez tous, et comment on peut faire profiter de ce bon champagne à nos clients. Donc vous l'avez vu sur l'infra avec les data centers qui sont traduits en offre commerciale qui s'appelle Cloud Avenue. Et puis sur notre propre solution d'IA, que je fais partie des 10 000 utilisateurs hebdo, mais on est 67 000 à utiliser de façon régulière. On sait que ça passe à l'échelle, on sait que ça marche pour 67 000 personnes et on est donc capable de le dupliquer maintenant pour chaque entreprise en créant à chaque fois des bulles, évidemment, de confidentialité pour chacun de vos environnements. Et on s'est évidemment logiquement dit, c'est dommage de ne pas pouvoir faire profiter cette expérience à des organisations, co-construire aussi parce que c'est très évolutif. Hein, ça fait maintenant 2 ans. Alors chez nous, hein, son nom, ça s'appelle Dinutu. Voilà. Donc c'était l'offre interne. Maintenant, c'est devenu une offre commerciale et on fait vraiment bénéficier cette expertise à nos clients. Et en fait, la roadmap est très évolutive par rapport à ce qu'on co-construit avec des organisations. Et vous allez le voir, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Aujourd'hui, voilà, on a une interface qui est extrêmement simple. Alors là, c'était des collaborateurs anglais qui avaient besoin de pouvoir l'utiliser. La force de ce type de solution, c'est qu'évidemment, il y a un chat. Jusque-là, c'est rien de très révolutionnaire. Il y a un chat, mais ce chat, il est multi-LLM. Donc vous voyez que vous pouvez choisir quel type de modèle. Alors là, c'était GPT, Gemini, etc. Donc là, on avait la possibilité entre plusieurs modèles. Quand je dis qu'on l'a co-construit, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux de réflexion pour aller mettre tout ça dans des environnements de confiance. Donc aujourd'hui, on a accès à des LLM hébergés sur des infrastructures Orange, complètement opérées par Orange. Et on a essayé de limiter la dépendance avec des acteurs tiers. Je le redis un peu différemment, en fait, Marine. On veut à la fois fournir un choix dans tous les LLM du marché. Et donc, cette solution permet d'activer plein de LLM. Comme vous le voyez ici, c'est qu'un petit échantillon. Et puis, pour tous les besoins où on a un besoin d'une confiance maximale, ce que je vous indiquais avant, alors on va restreindre les LLM disponibles aux seuls LLM de confiance qu'on héberge, Lighton et Mistral. Pour certains de nos clients, dans le secteur public notamment, on a restreint qu'à ces 2 LLM. Et puis pour d'autres besoins, où il y a des besoins de confidentialité un peu moins forts, alors on ouvre aussi au LLM américain, mais ça c'est un choix de configuration avec vous. En fait, on laisse la possibilité et à nous et aux organisations qu'on accompagne, si vous voulez, de placer le curseur de la confiance. Et on vous conseille là-dedans. En fonction de comment ça marche. Et donc, voilà, on peut, alors pour les plus connaisseurs, on peut régler la température, lui donner, tu es une IA, tu peux être créatif, tu n'as pas besoin de l'être, voilà. Donc, on donne accès à nos collaborateurs à un certain nombre de features qui permettent d'adapter le modèle. Et alors là où là où on a essayé de construire une méthodologie un peu disruptive, c'est qu'on s'est dit, on a quand même plein de gens qui commencent à être très au fait de ce que c'est l'IA générative, de ce qu'on peut en faire. On a plein d'équipes métiers, qui est certainement comme vous dans la salle. On a des équipes juridiques, des équipes RH, des équipes finance. Voilà, bon, on a quelques dizaines d'équipes métiers et on s'est dit, ouvrons la possibilité à toutes ces équipes métiers de créer leur cas d'usage et de les mettre à disposition d'autres collaborateurs qui auraient besoin de pouvoir s'appuyer sur ces cas d'usage. Donc ça donne une espèce de bibliothèque de cas d'usage. Le mot consacré, c'est une bibliothèque de prompts. Donc ça donne une bibliothèque de prompts
avec ce qu'ont fait mes collègues de telle équipe ou de telle autre équipe. Et donc voilà, vous voyez, on peut préparer une invitation à un meeting, préparer une réponse à un email. Alors il y a des choses, fais-moi des revues d'un contrat, fais-moi des revues d'un NDF, fais-moi des... Voilà, c'est selon les équipes métiers, on est sur des cas d'usage évidemment métiers qui sont plus spécifiques. Donc je peux passer tout le monde, hein, on est, comme disait Mick, on est 67 000. Les 67 000 personnes ont accès à cette liste. Alors on peut les catégoriser par domaine. Si elle le souhaite, hein, c'est chacun qui peut partager ou pas des assistants pour qu'ils puissent être réutilisés par d'autres personnes. On s'est rendu compte aussi que c'était un grand facteur de diffusion et d'acculturation. Bien souvent, il y a une période d'euphorie avec l'IA. On se dit « Ah, c'est génial, ça répond à plein de trucs ». Ensuite, on ne sait pas trop pourquoi l'utiliser. Et le fait de mettre en place ce type de bibliothèque d'assistants prêts à l'emploi est finalement un grand facteur pour améliorer l'utilisation de l'IA dans l'entreprise. Et de cette manière, vous voyez que là, on a la liste déroulante de tous les domaines potentiellement concernés. On peut aller, donc là, par exemple, hein, on prend un use case au hasard. Fais-moi une transcription de meeting. Et alors, pour les besoins de confidentialité, on a été prendre un dialogue entre Leonardo DiCaprio et Scarlett Johansson. Et donc, vous voyez que là, il me résume sur la base du document que je lui ai donné. Le prompt est déjà écrit, le use case est déjà créé, donc j'ai déjà donné toutes les indications à l'IA pour pouvoir le faire correctement. Et donc, il est capable, sur cette base-là, de me synthétiser ce qui s'est raconté, les actions qui ont été prises en fin de meeting, etc. etc. Bon. Il y a quand même une action pour Scarlett Johansson, hein, qui est de faire un follow-up meeting qui était dans les actions qui étaient dites. Je détaille pas. Voilà. Il faudrait voir le transcript. Mais je détaille pas pour pas exploser le timing. Mais voilà, à noter qu'évidemment, pour nos organisations, ce qui est important, c'est de pouvoir en maîtriser le budget. Donc, il y a un budget par collaborateur qu'on peut monitorer, maîtriser, etc. Un collaborateur qui aurait dépassé son budget, c'est un collaborateur qui a probablement trouvé un super use case. Donc, autant le creuser avec lui. Donc, c'est encore une fois, c'est un système, c'est une méthode qui est mise en œuvre et qu'on considère comme étant vertueuse pour pouvoir limiter le shadow IA et en plus aller trouver des use cases pertinents et un ROI à tout ce qui va se faire dans l'organisation. Et bien sûr, on a tout un tas de KPI. Et donc là, c'est les fameux KPI. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Combien j'ai eu d'utilisateurs? Combien simultanés? Combien quotidiens? Combien mensuels? Etc. Et on peut suivre le ramp-up progressivement. Donc voilà, en quelques mots, ce que fait oula, alors j'ai tout perdu. Ce que fait cette appli Live Intelligence. Exactement, ce que fait Live Intelligence. Avez-vous peut-être des questions pendant qu'on retrouve le bon diaporama? Oui, mon PC, je pense qu'il n'a pas accepté la chute. Hein. Il y a des questions par là. Oui, oui, c'est passé un truc avec... C'est pas grave. C'est pas grave. Tu avais un micro, je crois? Il est là-bas, ouais. Où ça? Bon, voilà, allez-y, vas-y pour les questions. Si tu parles fort, je vais la répéter. Ouais. Ah. Je vais répéter la question. Ouais, c'est... Alors, je vais répéter la question d'abord pour tout le monde. On disait au départ qu'il ne fallait pas utiliser ChatGPT puisque c'est du Shadow AI. Et puis là, on donne accès à ChatGPT, mais via des API. Donc, est-ce que ça n'est pas aussi du Shadow AI? C'était une première partie de la question. Et puis, deuxième partie, c'est pas parce qu'on met en place cette solution-là qu'il n'y a pas quand même des utilisateurs qui vont sur le ChatGPT public. Donc, comment on maîtrise le Shadow AI quand bien même on propose des solutions dans l'entreprise? Sur la première partie de la réponse, ce qu'il ne faut absolument pas utiliser, c'est ChatGPT public. Vous allez sur chatgpt.com, parce que là, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Le vieil adage vaut toujours avec l'IA, et donc c'est là que les données sont récupérées. La manière dont nous, on attaque ChatGPT, c'est via des instances privées, en l'occurrence là, qui sont construites sur Azure, et via des API sur lesquelles on a une garantie à minima juridique, parce qu'après, on n'est pas dans les locaux de OpenAI ou de Microsoft, mais il y a une garantie juridique, ce qui est pour l'instant le plus fort qu'on puisse avoir, de non-réutilisation des échanges des données, de parfaite confidentialité de ces échanges et de ces données. Par ailleurs, on conserve un maximum de choses sur nos propres environnements pour envoyer que les données absolument nécessaires au dialogue et à la question-réponse avec ces IA. Donc c'est en ça que l'IA est sécurisée. Néanmoins, si on veut le niveau de sécurité maximal, comme on le disait avec Marine, de confiance plutôt maximale, comme on le disait avec Marine, dans ce cas-là, on va restreindre les LLM pour rester sur Lighton, pour rester sur Mistral, qu'on peut héberger chez nous et que là, on maîtrise donc de bout en bout. Première partie de la question. Deuxième partie, c'est beau de mettre des solutions, mais qui nous dit que les collaborateurs vont quand même pas sur ChatGPT public. Ça peut arriver, on ne le saura pas.
Mais ce qui est sûr, c'est que si l'entreprise ne propose pas de solution, elle ne laisse aucun autre choix aux collaborateurs que de faire du Shadow AI. Et d'autant plus, je vous le redis, sur les jeunes collaborateurs qui vont arriver, où pour eux, c'est même pas une question. Donc, le rôle de l'entreprise va être à la fois de proposer des solutions, parce que sinon, elle ne donne pas d'alternative, mais à la fois d'éduquer, de sensibiliser, en disant, regarde, sur cette solution Live Intelligence, tu as accès à tous les LLM du marché qui conviennent bien. Et chez Orange, c'est évidemment quelque chose qu'on fait évoluer régulièrement au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles fonctionnalités qui sortent en IA. Donc normalement, on est up-to-date et ça doit quand même répondre à énormément des besoins. Si maintenant il y a encore des collaborateurs qui ne jouent pas le jeu, à ce moment-là, moi je serais assez à l'aise à couper les accès aux IA publics dans l'entreprise. Tu pourras toujours y accéder via mobile, on est d'accord. Il y a toujours des risques, mais on va pouvoir être de plus en plus incisif pour vraiment inciter. En tout cas, on le voit, et c'est notre retour d'expérience chez Orange et chez nos clients, c'est des solutions qui ont un taux d'adoption qui est phénoménal. Vous avez vu les stats, hein, les 66 000 personnes, c'est phénoménal. Donc ça marche très bien quand on donne les bonnes solutions et qu'elles sont correctement accompagnées, on voit que ça limite drastiquement le Shadow AI. Il y avait une autre question, j'ai retrouvé le micro. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas la capacité d'acheter 500 cartes NVIDIA? Je crois qu'il faut faire la queue pour les acheter. J'utilise votre CPU as a service. Est-ce que j'ai la garantie de l'étanchéité des données physiques et l'étanchéité sur le problème de l'extraterritorialité qui se pose ici depuis 24 heures? Est-ce que je suis étanche en utilisant, si je ne peux pas acquérir moi-même une carte et héberger un LLM moi-même? C'est toute la question. Hein. C'est effectivement, on considère qu'il y a un certain, enfin, les 500 GPU pour s'en doter, il faut avoir du temps, il faut avoir beaucoup d'argent, et donc on propose des modèles as a service qui permettent de faciliter ça. L'étanchéité, bien sûr, ça fait partie des choses qui sont hyper clés pour nous, et d'ailleurs, il y a un sujet dans la maîtrise des solutions, parce que c'est une chose d'avoir la maîtrise de l'infrastructure. Donc, où est-ce que c'est localisé? Donc là, on a des data centers en Normandie. Par qui c'est opéré? Bon, les équipements. Mais après, on déploie des solutions du marché dessus. Donc, c'est des solutions tierces. Donc, ces solutions tierces, c'est LLM, etc. C'est audité, c'est pen-testé, c'est cybersécurisé par nos équipes d'Orange Cyberdéfense. C'est à tous les niveaux. Voilà. Et on a deux modes. Dans tous les cas, on laisse la possibilité à nos clients d'avoir deux façons d'utiliser. On a un mode dit mutualisé. Donc on mutualise et là, on a tout un tas de choses pour en garantir l'étanchéité. Et on a toutefois des clients qui veulent ça dans un mode complètement dédié, voire même Secnum Cloud demain, auquel cas on leur dédie complètement un environnement. Donc ce sont des serveurs physiques en fait qu'on a sur nos data centers. On leur dédie un serveur physique et une licence d'utilisation à ce type de solution. En cours, la réponse est oui. Et deuxième question, en cyber, on aime bien parfois interdire brutalement. Il y a des solutions de contrôle du browser, en particulier chez un géant qui s'appelle Palo Alto, qui a l'air d'avoir pas mal de succès. Vous avez ces solutions en catalogue pour ceux qui veulent vraiment bloquer au plus fort, contrôler à minima? Oui, bien sûr. Elles apparaissent pas là. Ça existe quelque part dans pour bloquer les accès aux IA grand public, hein, c'est ça? Contrôler ce qui se passe dans le browser et parfois bloquer. Alors, bien sûr, on n'a pas ouvert tout le capot technique de toutes les solutions qu'il y a en dessous pour aller cybersécuriser, maîtriser, caper l'accès, etc. à ces solutions. Palo Alto fait partie des solutions effectivement du marché. Il y en a plein d'autres. Et de nos partenaires clés sur ces sujets-là. Il y a plein d'autres solutions, à la fois sur la partie cyber, mais pas que, sur la partie virtualisation, passage à l'échelle, etc., des solutions, des briques technologiques qu'on va aller exploiter. Alors, il y a une autre question par là. Hop. Thank you very much. I have two questions. One is on, do you have an idea to measure Shadow IT? Because you provide a good measure to tempt people not to use Shadow IT, but Shadow AI or Shadow IT is, you only see what you see, and you don't see what you not see. Ouais. So that would be my first question. Ok, on va répondre à celle-là. La réponse est non. Il n'y a pas d'outil pour mesurer très efficacement le Shadow AI. Nous, ce qu'on fait sur les projets, c'est qu'on fait des sondages. On pose des questions, on rencontre des utilisateurs. On a réalisé un audit récemment. On s'est rendu compte, c'était une entreprise très tech, mais qui avait 80% de collaborateurs qui utilisaient du Shadow AI. Quand on leur demande, les gens le disent. Regardez, vous avez spontanément, majoritairement levé la main. On s'en cache pas. Aujourd'hui, c'est rarement directement le sujet. C'est qu'il n'y a pas d'autre solution, bien souvent. Donc, si on le demande, en général, on a des réponses. Il y aurait une autre manière, c'est d'aller dans le type de solution qui a été évoqué avec des browsers, d'aller voir
effectivement quels sont le nombre d'appels à OpenAI ou à d'autres, mais ça ne sera que partiel, puisqu'il peut y avoir des accès par téléphone mobile ou en home office par exemple. Et j'ajoute que peut-être si on prend la question, enfin, on peut le faire dans l'autre sens, en faisant un peu du rétro-engineering. Le fait de mettre, enfin, pour nous, c'était hyper clé de dire on va mettre à disposition des dashboards, voir le taux d'adoption de ce qu'on fait pour contrer le shadow IA. Donc là, voilà, on sait dire que sur tant de pourcents de la population ciblée, on a 60% qui l'a adopté. Donc on sait déjà commencé à mesurer que le shadow IA commence à être forcément limité compte tenu du fort taux d'adoption qu'on a réussi à monter dans l'organisation des solutions maison, on va dire. And the second question? Yeah, the second question was more of a comment. One second. It was related also to the question about the technical closure. What we see in our research is that actually just technically closure, people just email it to their own device or to their own homework. So, and then you even see it less. So just purely technical is very challenging. And that's why I liked the beginning of your talk where you said, okay, hey, the awareness and their own choice we need to address, because it's a behavior that I would find difficult to judge, to block only on a technical measure. What's your opinion on that? Je suis pas sûr d'avoir compris la question. La question est comment on peut bloquer techniquement pour bloquer ce shadow. Solamente technical ou autre maison? Marine, t'as le truc? J'avais compris comme toi là, au niveau de la question. L'idée de bloquer techniquement se fait sur les proxys principalement, de ce que je vois chez nos clients. Mais avec des niveaux, encore une fois, de succès qui sont très, très, très relatifs. Donc c'est sûr que ce n'est pas la panacée là-dessus, et peut-être que vous-même, vous pouvez l'éprouver dans votre entreprise, ce n'est pas la panacée. Et par ailleurs, il y a l'enjeu de la sensibilisation qui est compliqué à faire, puisque effectivement, ça ne se voit pas directement. C'était l'image du bleu de méthylène qu'on peut mettre, mais qui n'est jamais suffisant pour que ça se voit vraiment à une grande échelle. Donc c'est sûr que c'est délicat comme sujet, mais il faut user à la fois de la sensibilisation, à la fois de solutions techniques, et puis surtout proposer des alternatives, sinon c'est mort d'avance, je vous le redis. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question, parce que l'heure tourne et j'ai peur qu'on se fasse jeter de la salle? Une question? Oui, il y a une question. Alors, il y en a même deux. Si le micro peut circuler. Ah. Écoutez, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, à peu Oui. près. En plus, c'est en français, donc c'est... Ouais. Alors, oui, bien sûr. Alors, bien sûr. Alors, nous, en tout cas, pour Live Intelligence, pour le produit Live Intelligence, on n'a pas développé nos propres modèles. Et Orange n'a pas l'ambition ou la vocation à créer des grands modèles de langage qui sont extrêmement coûteux à produire, qui ont une empreinte environnementale très importante. Il y a déjà d'autres acteurs qui sont sur ce sujet, et c'est parfait. Par contre, on est allé travailler en grande proximité avec Lighton. Par contre, on a un partenariat très fort avec Mistral, qui nous permet de regarder et de comprendre avec eux comment ils ont entraîné leur LLM, qu'est-ce qu'il y a sous le capot, et quelles données ils ont pu utiliser pour entraîner leurs IA. Et même eux, c'est pas magique. On ne peut pas entraîner une IA, enfin, pour l'instant, personne n'y est arrivé. Il y a eu une tentative qui, pour l'instant, est très ratée. Donc, on verra si elle s'améliore. Mais pour l'instant, on ne peut pas s'entraîner avec 100% de données francophones. Il n'y en a juste pas assez pour entraîner un grand modèle de langage. Donc, la question, ça va être de prendre des modèles qui sont le moins biaisés culturellement, de s'appuyer sur des sociétés françaises ou européennes, d'où Mistral, d'où Lighton. Et ensuite, quand il y aura des usages pour l'entreprise, notamment, vous vous rappelez sur ma partie droite, des usages qu'on va vouloir vraiment globaliser, qui vont être utiles pour un cas d'usage donné, pour un projet donné. Là, éventuellement, venir faire du fine-tuning
avec des données propres à l'entreprise, venir fournir des bases de données spécifiques de l'entreprise pour répondre, et donc permettre d'avoir des usages qui vont être plus étroits et plus efficaces sur les données dont on a strictement besoin pour répondre à ce projet en particulier. Et en complément, je dirais qu'effectivement, ce fameux multi-LLM, c'est aujourd'hui une des réponses qu'on a. On pense qu'il y a plusieurs types de solutions du marché qui répondent à plusieurs types de cas d'usage. Certains pour des besoins avec de la donnée entraînée en français, et Mick l'a dit, et certaines autres solutions qui peuvent tout à fait convenir pour des questions assez généralistes, d'ordre généraliste, sur des cas d'usage potentiellement non critiques. C'est tout cet arbitrage entre les deux et ce fameux curseur de la confiance qu'on essaye de mettre en œuvre. Il y avait donc une dernière question ici. Je vais répéter la question. Est-ce qu'on n'a pas une perte de données ou de connaissances finalement entre un modèle général très grand et qui s'améliore au fur et à mesure des échanges et qui récupère de nouvelles données sur Internet aussi, versus des modèles plus petits? Alors merci de la question. Juste pour bien comprendre, elle sort un petit peu du champ de ce qu'on vous a présenté, où nous, dans Live Intelligence, on reste donc sur ces grands modèles à portée générale pour répondre à tout un tas de questions. Néanmoins, effectivement, je l'ai dit à plusieurs reprises, sur ma partie droite, quand on va vouloir faire des projets qui doivent passer à l'échelle, embarquer un chatbot, par exemple, dans un processus particulier, mettre en place un agent qui va venir automatiser un processus particulier de l'entreprise, par exemple, sur de l'analyse financière, on a quelques sujets à ce moment-là, et bien on constate qu'en réalité, et c'est peut-être contre-intuitif par rapport à ta question, mais en réalité, ces modèles plus petits, entraînés spécifiquement pour un cas d'usage, spécifiquement pour répondre à une question, spécifiquement avec les données de l'entreprise, vont se révéler plus efficaces. Et ce, à deux titres. D'abord au titre de leur fiabilité, de la qualité de leurs réponses. Parce que certes, tu ne pourras pas parler recettes de cuisine, planifier ton prochain voyage ou faire tout traduire en slovène avec ce modèle, mais il aura été entraîné spécifiquement pour ce que tu lui demandes de faire. Il va être donc un peu plus transparent, un peu plus explicable selon comment on s'y prend. Et deuxième lame d'efficacité, il va coûter moins cher en termes d'exécution parce qu'il est beaucoup plus petit et aussi moins cher en termes de coût CO2. Et ça, je vous rappelais que c'était un des grands éléments qu'on a choisi de raccrocher chez Orange Business à la confiance. Et donc, ça va être aussi un enjeu clé que de parvenir à avoir des usages beaucoup plus raisonnés. Et quand on peut utiliser des plus petits modèles entraînés spécifiquement, mais qui vont être utilisés des centaines de milliers ou des millions de fois à l'échelle de l'entreprise, on gagnera à faire comme ça. C'est un peu contre-intuitif au départ, mais à la fois les études universitaires, à la fois ce que nous on voit sur les projets confirment pleinement cette orientation-là. Merci beaucoup à tous pour vos questions, pour être restés actifs et réveillés. Et on peut poursuivre les échanges, on est encore là avec Marine ou sur le stand d'Orange Business et d'Orange Cyberdéfense. Merci à tous.